Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. L'OM s'est imposé à Lille hier soir, a sans doute entériné sa place en Ligue des Champions, sans doute beaucoup grâce à un certain Marley Haké. On va parler de tout ça dans cette émission. On va le faire avec l'homme qui était à l'aviation générale à Marignane à 3h du matin cette nuit. Titi, c'est toi le boss. Bonjour Mourad. Ça va? Comment va le personnel de Marignane? Très bien. Très bien, des mecs cool. Et la banane ce matin. Voilà, donc il était avec une cinquantaine de supporters, tu nous disais... Hier soir, enfin cette nuit à l'aviation générale au retour des Olympiens de Lille. Voilà, c'est quand même vraiment un vrai dévouement. Et à côté de toi, quelqu'un qui se dévoue aussi et pour les équipes de jeunes de l'OM et puis pour le foot amateur dans la région en règle générale, Idriss Kasmi. Salut Idriss. Bonjour Mourad et bonjour à tous. Voilà, Idriss qui travaille sur Chronos, donc un média partenaire, comme on dit dans le jargon, et qui couvre tous les matchs de l'OM jeune. On en discutera dans la partie sur Marley Haké, quelqu'un que tu as vraiment vu jouer avant qu'il soit en équipe première. Et à tes côtés, Nicolas Filleul, qui, comme moi, est corporate. Achetez nos pulls, achetez nos livres, achetez, donnez-nous de l'argent. Et puis, n'oubliez pas, attention, le moment, abonne-toi. Parce que là, les 50 000... Là, le bouton, il doit arriver à un moment, mais voilà. Parce que les 50 000, on est loin, là. Les 50 000, ça va peut-être pas se passer, donc on va peut-être vous faire gagner des choses différentes. On verra. On va tout remettre à plat. On va pivoter comme on dit dans la Ils ont encore un peu de temps, hein. Il reste 15 jours. Hein. Donc si tout le monde appelle un pote, on fera 150 000 la semaine prochaine. On fera 150 000, voilà. On va sans doute pivoter. Cependant, c'est Christopher qui a un pull Friends, et il y a un épisode de Friends où Ross doit bouger un canapé et il est coincé dans les escaliers et pivoter, c'est... Voilà. Bref. Là, il y a de la grosse référence quand même. Voilà, on va parler de football, moi, c'est mieux. Voilà, Idriss a compris, il se souvient de cet épisode, il se souvient. On va parler tout de suite d'OM LOSC, c'est parti. Parce que l'OM, lui, ne pivote pas, il ne change pas d'objectif, c'est la qualification en Ligue des Champions. Et hier, l'OM a fait un très grand pas vers cette qualification en s'imposant 2-1 à Lille. Donc on va commencer par l'analyse à froid, comme d'habitude dans le décrassage. Donc je sais pas, Idriss, en quelques phrases, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? On a dit qu'on était dans le triomphalisme, donc les 3 points. Puis toujours quand l'équipe est menée, on va dire qu'on retient le mental, mais après, pas grand-chose à retenir de cette rencontre. C'est une énième rencontre où on regarde le compteur, les minutes défiler en se disant toute la semaine on attend le match et le jour du match on attend que ça se finisse, tellement c'est une purge. Mais au final, il y a la victoire, l'équipe est menée, on passe à un orteil de Loïc Rémy d'un 2-0 et l'équipe arrive à se redresser derrière et à marquer 2 buts. La résurrection en 3 minutes de Valère Germain. Mais sinon, oui, plus le résultat. Précieux Valère Germain, comme dit Stéphane Guy. Plus le renversement de situation et les 3 points qu'autre chose pour moi. Est-ce que, Titi, est-ce qu'on peut dire en conférence de presse, André Villas-Boas a dit 60 minutes de jeu défensif, 70 minutes de jeu défensif et 20 minutes de jeu offensif. Est-ce que ça résume le match pour toi ? Oui, mais après, la première mi-temps, j'ai beaucoup apprécié la tactique défensive de l'OM. L'année dernière, on ne savait pas défendre, on prenait beaucoup de buts et que depuis que Villas-Boas et puis Ricardo Cavallo travaillent le système défensif à l'OM, c'est appréciable de les voir défendre comme ça. On prend plus beaucoup de buts, quoi. Le premier but depuis janvier 2020, là, on était en championnat. En championnat, donc non, c'est vrai que c'est pas joli à regarder, mais c'est appréciable. Nico, ton analyse à froid ? Pour les romantiques, c'est vrai que c'est 70 minutes difficiles quand même. C'est vrai qu'après, j'ai échangé avec Julien d'Olympien là-dessus, et c'est vrai que... Pas le plus romantique. Non, justement. Il chambrait un peu sur les romantiques, donc je me sentais concerné. Et c'est vrai que t'es au bout d'un marathon de beaucoup de matchs, surtout quand tu as un effectif court comme là, notre ami Villas-Boas, avec en plus l'absence de Payet et tous les suspendus qu'on a vus et qu'on va encore avoir, parce qu'on a encore pris beaucoup de cartons jaunes dimanche. Je suis un peu plus tolérant pour un match à l'extérieur que tu y ailles avec un esprit de te dire on va pas trop prendre le ballon, on va un peu attendre, mais ce que j'attends, là où je suis déçu, c'est que j'aurais espéré qu'il contre un peu plus.
C'est-à-dire qu'on n'a pas vu grand-chose, mis à part la frappe de Sanson qui part dans les étoiles. Techniquement, c'était pas propre pour les sorties de balles. Benedetto, il était introuvable. Jouer en contre avec Valère Germain, lié gauche, c'est même pas. Et oui, même pas mais cohérent, il n'était pas donc, lié gauche, il était latéral gauche. Ouais, voilà. Donc t'avais que 2 mecs devant, c'était Benedetto et Sarr, t'avais de la vitesse. Ne serait-ce qu'avec ces deux-là, t'aurais peut-être pu essayer autre chose, quoi. Après, c'est... Ça, c'est décevant. Attends, je finis, et c'était décevant. Par contre, j'avoue que pour mon petit romantisme, la folie du retournement de match et ce qu'a mis l'OM à ce moment-là, parce que c'est pas qu'un coup de cul sur un penalty, parce que t'aurais égalisé sur penalty et après t'aurais redéfendu comme un chien pour ramener un 1, j'aurais été blasé. Enfin, j'aurais été content pour le résultat, mais j'aurais été blasé par ce qu'ils auraient proposé. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, ok, on a raté le penalty, on est mené, maintenant on va changer la tactique, on va mettre du sang-froid, on va mettre un jeune qui en veut, on fait monter Sanson d'un cran, et on propose quelque chose, on les prend vraiment sur la largeur, et ils l'ont fait très mal. Et Lille, ils s'en sont jamais remis. En fait, on a de ça. retrouvé du souffle offensif parce que, pareil, c'est aussi Villas-Boas qui dit sur le deuxième but, il y a 3 autres solutions dans la surface de réparation. Et c'est ça qu'on voyait pas. C'est peut-être ça qu'on voyait pas en cette première projection, période. quoi. Parce que, oui, donc, et peut-être aussi que c'est de ça dont pâtit Dario Benedetto. Non, parce que Dario Benedetto, s'il est tout seul dans la surface de réparation, il fait pas très mal. Le problème, c'est que le ballon, il arrive jamais dans les 30 mètres. C'est un problème depuis l'automne dernier, c'est que il y a un gros problème de création. Parce que même quand Dimitri Payet est là, et qu'il il peut pas être non plus disponible 90 minutes, qu'il reste un peu dans son flanc gauche et qu'il attend un peu le jeu, et qu'il attende un peu que le jeu vienne à lui, personne ne prend d'initiative, personne n'essaye de casser une ligne, que ce soit par une passe ou par une course. Sanson, il le fait un peu par les courses. Il essaye. Par les courses, Balotelli, il le fait un peu. Après, il va plus s'enfermer au poteau de corner que de vraiment créer un décalage. Je dis pas que ça finit bien, mais je veux dire casser la ligne. Je trouve sévère au niveau du timing parce que ça, je dirais que c'est le cas depuis début janvier, mais en novembre-décembre, tu t'es déjà tenté. Pour moi, c'est après le match de Lyon. Il y a le match contre Lyon où vraiment toute l'équipe attaque ensemble. Brest, Bordeaux. La deuxième partie de deuxième mi-temps de Bordeaux, elle est bien aussi. Même Nîmes, tu vois, tu presses haut, tu récupères des ballons plus haut. Tu vois le but de Morgan Sanson contre Bordeaux, par exemple, tu vois, il vient d'un pressing. Parce que pour moi qui suis le grand prêtre du bielsisme et adepte du beau jeu, vraiment, j'accepte ces purges parce que je trouve que Villas-Boas a gagné du crédit à mes yeux à ce moment-là parce que vraiment j'ai regardé les matchs et ça m'a plu ce que j'ai vu. Donc, mais c'est pas du beau jeu comme on peut l'entendre avec une grosse possession de balle. C'est plus à la Liverpool avec du gros pressing, etc. C'est pas au niveau de Liverpool, attention. Non, mais tu vois, il y avait quand même ça en première partie de saison. Même si je suis d'accord avec toi, dans la construction pure offensive, on n'a pas vu des trucs de dingue, mais tu avais des récupérations hautes, tu avais Benedetto qui décrochait, qui pouvait faire un décalage, ça allait très vite vers l'avant. Il y avait du soutien aujourd'hui, le ballon vient tellement plus vers lui. Et tu avais un bloc haut surtout qui permettait d'avoir du monde avec lui. Et du coup, il n'y a plus de densité autour de lui. Et parce que le pressing n'est pas assez haut, le pressing il se fait beaucoup plus bas, mais moi j'ai de l'espoir parce que je me dis que le marathon est terminé. On va revenir à un match par semaine, et je pense que ne serait-ce qu'à domicile, Villas-Boas, il va remettre un peu plus d'ambition dans son jeu. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était que comparé à ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et sur les 70 premières minutes. 2020 surtout. Oui, depuis le début de l'année 2020. Le deuxième but, au-delà d'être une phase de jeu qui part de très bas, c'est une longue séquence de possession. C'est pas juste une attaque de 20 secondes, en 3 passes, on arrive dans la surface. Avec des passes courtes au début. Elle dure longtemps. Sanson, il est dans le petit carré du petit jeu, et il est dans la surface pour proposer une solution finale. C'est une vraie belle phase de jeu. Et c'est ça qui est encourageant. On se dit, comme dit Nicolas, on arrive à la fin du marathon, on va peut-être pouvoir enfin revoir des petits schémas et des petits circuits de passe attrayants. Mais je pense qu'il en a conscience, Villas-Boas. Il a joué à minima parce qu'il savait qu'il avait un effectif court et finalement, ça a payé pour lui en termes comptables. On va y revenir là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, c'est le décrassage, donc c'est le fait du match. Quel est le fait du match pour toi, Titi ? Le hors-jeu sur le but de Rémi. Hein. C'est Osimhen qui est hors-jeu, c'est pas Rémi. C'est Osimhen qui est hors-jeu et il s'effondre mentalement, je trouve, derrière les Lillois. Et physiquement et mentalement. C'est la même chose pour vous, le fait du match, ce but refusé ? Moi, c'est plus le pénalty raté. Moi. Pourquoi ? Parce que je pense que le changement tactique sorti de Sakai, entrée d'Ake, ça allait arriver parce qu'il avait dit, il a expliqué après sur Canal qu'il avait prévu de façon qu'il allait changer de tactique dès s'il prenait un but. Et je pense que d'avoir raté ce penalty quelque part, ça leur a mis même une deuxième couche de réveil, genre non, on peut pas laisser filer ça quoi. On avait une chance incroyable de pouvoir revenir dans ce match alors qu'on est nul, on propose rien depuis le début. Ça on le rate et quelque part je pense que ça les a tous un peu secoués parce que au-delà du changement de tactique,
Ils se sont vachement bougés après ce penalty raté. C'était impressionnant parce que ça aurait pu les tuer. Et au contraire, ça les a. Ça peut te tuer comme un but refusé pour hors-jeu, ce qui est arrivé aux Lillois. Et avec l'OM, ça a été l'inverse. Et je pense que le combo pour les Lillois, c'est ça. C'est but refusé pour hors-jeu. Et derrière, tu te dis c'est bon. Maignan, il nous sort le penalty, il pourrait nous arriver ce soir. Et non. Et non. Idriss, t'as un autre fait du match ? Non, moi c'était le même que Tichy. Je pense que si le deuxième but est accordé, je pense que derrière on n'a plus. C'est compliqué. Je pense qu'il n'y a plus rien devant. Et après, certes, c'est vrai que le penalty était un moment pivot du match, mais pour moi le vrai tournant, c'est le deuxième but. Parce que même moi à ce moment-là, je disais non, ça y est, c'est mort. Et puis il méritait Lille en plus. Ah oui, non mais ça jouait. Complètement. Ça jouait très bien. Ouais. Après, il faut quand même dire que l'OM défensivement, parce que c'est peut-être pas notre cam à tous, mais défensivement c'est quand même costaud parce que si on regarde le nombre de tirs à chaque fois concédés, là hier 3 tirs cadrés concédés, c'est les 3 occasions lilloises grosso modo, et c'est quand même ça dit quelque chose sur la performance défensive d'ensemble. C'est pas mal quand même. Du coup, j'en profite. Très 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 gros match de Boubacar Kamara. Et bien justement, qu'on garde la parole, parce que c'est la fameuse séquence The Man and the Merguez of the Match. Et quel est The Man of the Match L'homme du match. Tu veux pas faire dans l'anglicisme, toi, non non. The Man of the Match. Si tu peux. Il est venu que toi, Man of the Match. Bah, du coup, l'homme du match, j'y avais pas forcément réfléchi, mais vu que c'est mon joueur préféré, je vais dire Mandanda. Parce que mine de rien, les 2 grosses parades en première mi-temps, elles sont très 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 importantes. Mais du coup, je veux quand même souligner le match de Camara parce que dans les couvertures et dans le soutien aux défenseurs centrales, il a été primordial. Parce qu'on voit que Alvaro est un peu en difficulté sur les 1 contre 1. Et donc quand Osimhen arrive à pleine vitesse vers lui, qui commence un peu à temporiser pour jouer le 1 contre 1, il y a tout de suite Camara qui vient fermer le pied fort d'Osimhen. Et plusieurs fois. Et c'est arrivé aussi avec Ikoné. C'est arrivé très 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 souvent dans le dernier quart d'heure, parce que du coup on était retranchés dans nos 30 mètres. Mais oui, le match dans l'ombre de Boubacar Kamara pour moi. Ok Nico, t'as un autre homme du match ? Moi je vais faire un duo comme lui aussi. Germain pour la symbolique. Parce qu'il est sur l'égalisation, même si sa tête n'est pas cadrée, mais il va bien chercher à couper ce ballon premier poteau. D'ailleurs, je trouve que l'OM s'entête un petit peu trop à jouer tout le temps ses corners premier poteau, que ce soit Sanson ou Payet qui les tire, ou alors 10e poteau avec des reprises de volée dans les airs. Et il fait quand même une passe D qui est juste parfaite pour Benedetto. Germain, on lui a quand même tapé dessus à juste titre parce que c'est un fantôme. Mais c'est un mec qui se bat, on le dit toujours. C'est un mec qui se bat, qui fait les efforts et qui est capable de ce genre de petites choses. Alors, faisons une parenthèse sur Valère Germain. Laisse-moi terminer, après je te laisserai faire ta parenthèse, parce que ça peut être un tunnel de 20 minutes, je me méfie avec toi. Et l'autre, pour moi, c'est Morgan Sanson, parce qu'il est quand même assez irrégulier en 2020, et là, je trouve qu'il a, en termes de volume de jeu, volume de course, je pense qu'il a un peu pris le jeu à son compte à un moment donné, parce que Rongier étant dedans, j'ai trouvé Sanson vraiment très bon sur ce match-là. Donc ouvrons le débat sur Valère Germain, parce que forcément, il a été ultra décisif. Sur deux gestes, il fait les 2 gestes qu'il faut. Donc c'est ce qu'on demande à un attaquant. Ce qu'on dit souvent avec Benedetto, qui est moins en forme ces derniers temps, c'est qu'en effet, tu vas toucher moins de ballons à l'OM, mais tu vas les réussir. Et en fait, encore hier, ça m'a vraiment marqué, parce que donc, ok, il sauve parfaitement son match, il sauve l'OM, même Valère Germain. Mais en première période, il est mauvais. Alors certes, il défend. Et je pense que ce qui joue contre lui, c'est le fait qu'il a trop d'amis dans le football, ou en tout cas qu'il est vu comme le fils chéri un petit peu du monde du football français. Parce que sur Canal, ils n'arrêtaient pas. Le précieux Valère Germain, quand même Valère Germain. Ouais, mais... On n'a pas assez souligné. Il a couru les mecs. Et en fait, c'est problématique parce que tu vois. Tu peux pas te fier aux commentaires de Stéphane Guy. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, ça joue quand même. Mais non, mais il n'y a pas que Stéphane Guy. N'importe quel commentateur de football. Pierre Ménès. Mais non, mais même. Non, tous. Non, mais après, c'est parce que tout le monde connaît son père. Ouais. Voilà, c'est parce que tout le monde connaît son père. C'est parce que c'est un garçon gentil aussi. C'est vrai que c'est un garçon gentil. Les journalistes qui traînaient déjà dans le foot dans les années 90 l'ont vu grandir aussi. Voilà. Mais après, tu vois, il y a un juste milieu, Mourad. Tu peux pas. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je vois le niveau qu'il a, Valère Germain. Je sais que si tu mets dans un 4-4-2, et s'il tourne autour d'un bon attaquant, dans un bon collectif, ça peut être un joueur intéressant. Je dis pas plus. Je dis pas que c'est un cadre ou que c'est un super joueur. Après, hier, Villas-Boas, il lui a demandé quoi ? De défendre, de bloquer son couloir. Même à la fin, il sort Benedetto et Germain il passe même pas en pointe, il reste dans le couloir droit pour bloquer le couloir. Parce qu'il se dit Radonjic, en plus avec ses adducteurs flingués, il va pas défendre, il va rien faire. Donc Germain, moi je suis pas emballé par ce que fait Germain, juste que
C'est pas ce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une humilité de faire des choses simples et de défendre. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis que ça le dessert et que c'est de là que vient sa cote de. C'est aussi le prix de son transfert et le salaire qu'il touche à l'OM. Non, parce que ça, parce que le prix du transfert, on en a jamais vraiment parlé. Ça, c'est même pas trop pris en compte. Et après, tu cumules tout sur cet été-là. Tu mets 15 millions sur la moitié de Mitroglou et 8 millions sur Germain. Avec ça, t'avais Lautaro Martinez à 15 millions. Ça, les supporters, franchement, les supporters, Valère Germain. Valère Germain, les supporters, ils savent pas exactement combien il a coûté, etc. Enfin, si, ils peuvent le savoir, mais je veux dire, c'est pas un truc qui touche. Ce qui touche, c'est qu'avant qu'il arrive, on m'a dit vraiment, et je le sais, j'ai encore les tweets, etc. Tu lui mets des tatouages quand j'ai dit que Germain allait peut-être nous apporter autant que Gomis dans un registre différent, on m'a dit, tu connais rien au football. Valère Germain, c'est 10 fois au-dessus. Pourquoi les gens pensent ça? Parce qu'à chaque fois qu'ils regardent un match sur Canal, sur beIN, sur n'importe quelle radio, on leur dit, quelle intelligence ce Valère Germain, formidable. Tu t'attends à voir un craquito, un putain de crack. Mais ça, on sait que c'est pas vrai. Et ça le dessert. Et après, les tunnels, tu vois. Mais non, mais tu vois, parce qu'après, en fait, moi, j'aime pas quand il y a des mauvais débats, parce qu'en fait, le problème, c'est que le débat sur Valère Germain, tu vois, il y a des trucs qu'on met jamais sur la table. Et il y a ça. Après, il y a aussi un certain influenceur sur YouTube qui en a fait sa tête de turc et qui fait que les supporters ont aussi embrayé là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le curseur au bon endroit, moi. Voilà, le fait est que ce truc-là, ce truc de l'encenser parce qu'il a couru et qu'en plus pendant le match vraiment, tu sais, l'un de ses points forts c'est le jeu aérien. Il perdait ses duels aériens. On disait quand même le précieux Valère Germain. Là, tu vois, tu t'accroches toujours aux commentaires Stéphane Guy. La réalité, c'est que un mec comme Stéphane Guy ou un autre, c'est la même chose. C'est-à-dire mais Valère Germain, on sait ce qu'il vaut. Mais le fait est que là, moi, j'ai pas trouvé un match exceptionnel. Je dis juste qu'on peut souligner sa prestation parce que il était tellement dans un désert depuis plusieurs mois. Je suis d'accord. Que là, il a fait encore un travail de l'ombre. Là où il n'a pas été mauvais de la tête, c'est comme tous les attaquants. Gignac le faisait très bien. C'est sur les coups de pied défensifs, les corners, ils sortent souvent des ballons, etc. Mais c'est pas ça le débat, Nico. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Je trouve que tu t'enflammes trop sur. Pour certains journalistes, ou même plein de journalistes si tu veux, qui l'encensent, qui le montrent, genre s'il avait des tatouages, ça serait 30 millions parce que ça vaudrait un argentin. Mais on sait que c'est des conneries, ça. Non, c'est pas. Mais ça énerve les gens. Ça énerve les gens. Mais quels gens? Mais les supporters qui une fois on est sorti du stade avec Ben, on va faire la fan cam. Valère Germain n'a pas joué. On dit quel est le pire joueur pour vous? On dit Valère Germain. Mais oui, mais tête de il a maïs. pas joué. Il a pas joué. Et en fait le problème c'est que c'est ça aussi. C'est un bon joueur attaquant de complément de Ligue 1. Mais bien sûr. Mais c'est un problème récurrent dans l'effectif. Après, en fait, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que tu peux pas. C'est vraiment frustrant. Mais parce que j'entends ce que tu dis, Nico, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat, c'est qu'hier, en effet, il fait 2 gestes décisifs, que c'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, mais que c'est un joueur moyen qui est survendu. Et le problème, le fait qu'il soit survendu et que ses prestations ne fonctionnent pas, peut-être aussi parce qu'il est mal utilisé, ça renforce la haine contre lui. Et ça, c'est mauvais qu'il soit haï. C'est mauvais qu'il soit haï, mais c'est aussi mauvais que tout le monde ne fasse pas d'efforts pour arrêter de l'encenser dès qu'il a fait une course défensive. Bounassar, on tape beaucoup plus sur Bounassar. Bounassar qui fait toujours les efforts et des fois il est mauvais. Voilà, mais il est jamais autant défendu. Mais le truc, c'est que moi, je comprends pas pourquoi ça te crée autant de problèmes. Les mecs, ils s'enflamment sur Germain, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Mais la réalité, c'est que c'est un attaquant moyen de Ligue 1. Ça peut être un bon petit attaquant de complément qui s'est retrouvé avec un énorme salaire à l'OM et qui s'est retrouvé à jouer attaquant de pointe à l'OM. Voilà, mais ça c'est le truc objectif et qui est jamais mis en avant parce que soit on dit que c'est la chèvre ultime, soit on dit c'est formidable, Valère Germain il a couru pour défendre, alors que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est pas jugé comme il devrait l'être. Alors moi je voulais juste souligner sa prestation parce qu'il était dans le désert depuis plusieurs mois. Voilà, mais oui aussi, mais moi je voulais souligner le fait que ok, il a sauvé son match et il sauve l'OM, mais qu'il ne faut pas oublier le reste et qu'il faut arrêter d'avoir ce jugement biaisé sur Valère Germain. Dès que tu auras un joueur valide, Germain pour moi il est sur le banc. Il n'y a pas de. Voilà, mais pas pour Stéphane Guy apparemment. Donc mauvaise référence. On va continuer parce qu'il faut terminer le décrassage avec la merguez of the match. Le man of the match de Titi, on l'a pas entendu. Titi. Ouais, je veux pas répondre comme vous, puisque sinon, il y a entre Camara, Sanson. Hier soir, j'ai bien aimé aussi le match de Jordan. Très bon. Vu l'état qu'il était en début d'année. C'est vrai qu'il a bien retaffé. Ce qu'a fait Villas-Boas avec Amavi, c'est impressionnant, quoi.
Défensivement, il est solide, quoi. Dans Tu les peux notes, compter t'as mis sur lui. teigne défensive et je trouve que c'est bien trouvé. C'est vraiment devenu une teigne défensive. Et en plus, mais parce que moi je trouve qu'on en faisait trop aussi un peu sur le retour de Jordan Amavi qui apportait pas offensivement, c'était déjà bien qu'il sécurise défensivement et hier aussi il a été bon offensivement aussi. Les fondamentaux, d'abord la défense comme Saka hier et après on passe au Il fait reste. quelque chose de très bête, mais il laisse passer le ballon pour Ake sur le deuxième but et surtout il prend le couloir pour libérer Ake d'un défenseur. C'est ça, tu vois, Les offensivement. appels qui libèrent de l'espace. Et puisqu'on est dans les louanges, Tchaleta Tsar. voilà, Tchaleta Tsar, on souligne pas assez. Pour moi, vraiment, Le meneur de jeu le plus reculé de Ligue 1. c'est pour l'amoureux du beau jeu que je suis, franchement, les Pire passes de la de défense Tchaleta centrale. Tsar, c'est des gestes techniques, c'est plus beau que des élasticots ou des trucs comme ça qui des fois servent à rien. Les passes qu'il fait, elles sont tellement bien dosées. Ça me rappelle Gustavo, tu sais, c'est pas sur le côté à ras de terre là. Gustavo le Ouais. fait très bien ça. Ouais, mais oui, parce que hier, c'est vrai que hier, donc il a fait 2 passes à ras de terre, notamment en première période, une qui lance à Amavi, ça peut paraître Alors bateau. qu'il y a du pressing. Hein. Donc le mec vient sur lui, il lance parfaitement Amavi, c'est-à-dire qu'Amavi est lancé et après de ça vitesse, débouche sur une occasion, il en fait une autre pour Valère Germain qui rate un peu son contrôle, etc. et qui était jusque-là pas top du tout dans ce match, mais voilà, ces gestes techniques-là, on a tendance à pas assez mettre, Les mettre en valeur, c'est vrai. à le mettre en valeur, et puis défensivement, il est impeccable, donc franchement, Tchaleta Tsar, moi, il me régale vraiment techniquement même. Et le repositionnement de Bouba Kamara met plus en lumière leur relation technique. Mhm. Parce que quand Bouba Kamara est à côté de lui en défense centrale, ils sont juste dans un rôle j'ai envie de dire, de coulissement de bloc adverse, où ils doivent juste passer la balle latéralement. Alors que là, les deux peuvent vraiment combiner ensemble pour faire un peu monter le ballon, où Bouba récupère le ballon de haut but, Kaitakar libère un peu plus l'espace à gauche, et peut relancer derrière Bouba Kamara pour lancer le milieu de terrain. Leur relation balle au pied est beaucoup plus mise en valeur par le repositionnement de Bouba. Parce que des fois c'est peut-être un peu pauvre techniquement l'attaque de l'OM, mais Puis franchement au tu niveau peux de la compter défense. Ah. sur Alvaro pour apporter la technique aussi. Et Voilà pour ça, ouais. Il n'est pas là pour ça. allez, on continue donc la merguez du match. Qui est la merguez du match, messieurs? Valère Germain, Nico. Franchement, s'il n'y avait pas eu de but, j'aurais hésité entre Germain et Benedetto, parce que les deux, ils servaient à rien, quoi. Enfin, Germain, il jouait latéral gauche, c'était très bizarre. Mais pour moi, la merguez, j'ai presque envie de la donner à Rongier, encore une fois. Rongier, il me déçoit. Il a du mal dans le jeu. Il n'est pas cata, hein, mais il a du mal. Ce penalty, il le rate encore. Il avait l'occasion de se faire du bien moralement, de se débloquer. Après, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, mais il est blanc comme un linge, hein, on prend ses responsabilités. Il prend le ballon, il est plein pas bien, quoi. d'assurance, mais au Et final, c'est vrai que il ce manque de penalty, trucs, ouais. ça l'aide pas finalement. Au contraire, ça l'enterre un peu plus. Après, j'ai vu que tu as défoncé Alvaro dans les notes. Je l'ai pas trouvé bon. Pas défoncé. Mais je lui ai mis 3,5 sur 10 quand beaucoup même. au niveau de l'état d'esprit. Non, mais au niveau de la note, 3,5 sur 10. Mais parce que sur toutes les actions lilloises, il est Non, dépassé. c'est vrai que c'est lui qui court, c'est lui qui était un peu en retard. Mais après, je pense dès que le niveau va s'élever, de toute façon, on verra les limites d'Alvaro. Mais il amène tellement autre chose. L'état d'esprit, voilà. Voilà. Après, Ce que j'ai mis dans la note. ce mec-là, je ne pense pas qu'il puisse avoir un niveau Ligue des Champions. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une autre merguez, Titi? Ouais, je leur ai donné à Hiroki. Moi, je trouve que c'est dur. C'est un match passable. Il est pas ça, mais je le trouve light encore par rapport aux autres qui élèvent le niveau de jeu. Et lui, je trouve qu'en ce moment, il a du mal à Bah, tu hausser vois, son moi je suis niveau. d'accord avec toi depuis moi, pas début, 2020, on va dire. Pour Ouais, être, ouais, non, en mais gros. Mais là, sur ce match-là, je trouve que offensivement, à mon avis, de toute façon, il avait des consignes. Il a rien apporté, on est d'accord. Mais défensivement, j'ai trouvé beaucoup plus solide dans les duels. Et je trouve qu'il a mis beaucoup plus d'énergie dans le travail défensif. De l'énergie intelligemment, parce qu'il en met toujours de l'énergie. Mais il était un peu largué. Et là, je l'ai trouvé beaucoup moins largué. Moi, je l'ai trouvé en progression. Au niveau défensif, c'est sûr Bah, c'est qu'offensivement, on peut pas se satisfaire de ça, ouais. mais je pense que c'était aussi la tactique de Villas-Boas d'attendre vachement en première mi-temps, quoi. Ouais, mais moi j'espère que Sakai est dans la même configuration qu'Amavi, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, d'abord se rassurer défensivement et après retrouver quelque chose. Donc Idriss, est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui t'a marqué négativement sur ce match? Alors, vu qu'il a dit Rongier, je vais dire Alvaro. Au moins, c'est un joueur différent. Mais bon, moi, j'ai déjà, depuis le début de saison, j'ai énormément de réserves sur Alvaro. Et puis bon, sa com personnelle ne fait rien pour arranger ma sympathie. Il kiffe, je pense qu'il kiffe pour de vrai. Ouais, mais moi, ça me gave. Mais après, c'est personnel. Il en fait Après- beaucoup, mais je pense qu'il y a un vrai truc. Il ne Oui, pensait oui, pas non, mais arriver ça se voit dans que un ça- truc comme ça, et c'était pas Non, mais prévu c'est- dans sa carrière. Je pense. Je doute pas de son côté sincère. Je dis juste
Il en fait beaucoup trop et ça. En fait, je vois trop le côté communication de je vais parler pour dire ça aux supporters. Oui, Bref. il y en a beaucoup qui le font. Taïwo le faisait aussi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, juste pour revenir sur le terrain. Mais Taïwo, on t'aime. Moi aussi, je l'aime, Taï. Mais du coup, pour revenir sur le terrain, il est maladroit, balle au pied. T'as l'impression qu'il est concentré, mais qu'il est toujours concentré sur ce que font les autres et pas forcément lui. C'est-à-dire que des fois, il y a une situation de son côté, mais il est obligé de regarder à gauche, à droite si les autres sont bien positionnés, et du coup, il a un temps de retard sur son attaquant. Il joue un peu le rôle de patron de défense malgré tout, parce que moi je l'ai trouvé dépassé, mais je trouve quand même que s'il n'est pas là, Tchaleta Tsar, il est peut-être moins bon, peut-être que Camara est moins bon. Donc, je suis pas du tout convaincu, mais après c'est peut-être parce que dès le début, j'étais pas emballé. Mais tu vois, moi je pense que tu le remplaces, tu mets le jeune Perrin. Peut-être que dans les duels et tout ça, il sera concentré plus sur son travail, mais les autres, je pense qu'autour de lui seront moins bons. Ouais, il rend peut-être les autres moi, je pense que vraiment le gros plus d'Alvaro, c'est qu'il rend les autres meilleurs. Alors lui, il est peut-être pas au top. Et moi, je te le dis, pour moi, c'est un joueur moyen de Liga. Et je pense qu'il n'a pas le gars pour passer Ligue des Champions. Ouais. Mais en Ligue 1, un mec là, ça fait du bien parce que ça manquait. On n'avait pas ce profil-là, un vrai leader de défense qui gueule sur les autres, qui donnera toujours à 100% dans les duels et qui va s'arracher. Un aboyeur, un aboyeur, ça fait du bien d'avoir un mec comme ça. Après, c'est sûr que individuellement, on connaît ses limites. Faut pas se leurrer, quoi. D'accord. Voilà, mais les trois joueurs qu'on a un peu mis en valeur négativement, on peut aussi souligner leur état d'esprit. C'est ce qui fait sans doute la différence cette année. C'est que tout le monde est impeccable et concerné. Personne qui triche, il n'y a personne qui marche. C'est l'avantage d'avoir un vrai bon coach qui est franc, y compris avec ses joueurs. Parce que c'est ça en fait. J'en ai beaucoup des gratuites. C'est avec ça qu'on va chercher la victoire hier, c'est l'état d'esprit en fait. De toute façon, on voit que c'est pas surjoué à la fin quand ils sont tous vraiment contents. On voit Mandanda qui explose. Il a gagné 6 titres avec l'OM, il a vécu. Tu vois Payet qui pète un plomb chez lui. Ouais, même Robert Pires qui exulte chez lui. Bref, on voit que le groupe en lui-même ne triche pas. Et ça, mine de rien, même si dans le jeu, ils sont toujours très énervants, ça a fait plaisir à voir. Parce qu'on est quand même un peu négatif, non, là, sur le coup, alors que c'est quand même une belle victoire. Mais parce qu'au final, oui, c'est ça, on a gagné, mais en vrai, on peut pas nier le fait qu'on a eu 70 minutes, mais horrible. Où Lille méritait 10 fois de gagner. Complètement. 10 fois de gagner, peut-être pas, parce qu'on ne concède pas beaucoup. Après, mais quand ils ouvrent le score, je veux dire, personne n'est surpris, quoi. Ouais, Osimhen, il faisait mal, quand même à ma vie, il a souffert. Parce qu'Osimhen, il fait mal dans ses prises de balles. Des cartons en première mi-temps, à chaque fois qu'il tirage des cartons, t'en prends. Ils étaient pris. Lucky Luke, il a sorti vite les cartons. Bon. Puis balle au pied, c'est faible, bon, bref. On va parler des conséquences de cette victoire parce qu'il y a des conséquences importantes et qu'on a déjà fait presque 30 minutes sur le décrassage de cette OM Lille. Donc on va parler de la Ligue des Champions pratiquement entérinée. Attends, le classement tu le fais hors décrassage ? Eh oui, monsieur Filleul. Monsieur Filleul. Et parce que moi je savais que la Ligue des Champions était déjà entérinée, j'ai jamais douté. On passe à la Ligue des Champions. Voilà, pour moi, l'Olympique de Marseille était déjà qualifié sur le podium à la mi-saison. Revoyez l'émission de décembre, j'avais dit qu'il fallait 30 points. Donc là, l'OM en a pris combien ? 14 depuis le début de la saison, en allant avec des déplacements à Lille, à Saint-Etienne. 10, c'est pas 10 sur 12. Non, il y a parce que en 2020, c'est 10 sur 12. On va refaire les matchs ensemble, messieurs. Donc on a commencé par une victoire à Rennes, ça fait 3. Après on fait un nul à Angers, ça fait 4. Ah non, j'ai oublié Angers. Bordeaux, ça fait 5. Saint-Etienne, 8. Toulouse, ça fait 11 sur 15. Et Lille, 14. Donc ça fait 14 points. 14 c'était sur les déplacements. Ah ouais, j'ai oublié des matchs. Ah mais non, c'est les matchs parce que je les ai pas fait, ceux-là, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est sur les derniers déplacements qu'on fait 10 sur 12. Moi je travaille, monsieur Filleul. Je ne paye pas des vacances comme monsieur Courme là, qui est à la montagne. Moi j'étais en post-opératoire et j'ai pas pu faire les matchs de plus. Ouais, toujours des bonnes excuses, Rudy Garcia. Faut pas gagner 3-0 tous les matchs. Voilà, et on ne les a pas gagnés, mais en tout cas, au niveau des points, l'OM est très costaud, on va le voir au classement. Ryan, s'il te plaît, si tu peux nous mettre le classement. Donc voilà, l'Olympique de Marseille compte 52 points, soit 11 d'avance sur Rennes et 12 sur Lille. On peut aussi souligner la différence de but, plus 13 pour l'OM, plus 6 pour Rennes et plus 3 pour Lille. Donc, on peut souligner que l'OM a plus d'avance sur Rennes que le PSG sur l'OM. Voilà, on joue le titre, on le savait. On joue le titre. Tant qu'on n'a pas joué Paris, on peut jouer le titre. Voilà, comme Joël Cantona nous l'avait dit, lui il veut jouer le titre, lui le reste à l'intérêt. Tu bats Paris, tu reviens à 7 points. Vu que Lyon croit encore au podium en étant à 7 points du podium. Attends, si Amiens ils peuvent les accrocher,
rien n'est impossible d'ici la fin de saison. Voilà, mais parlons de la Ligue des Champions. D'abord, donc, Trêve de plaisanterie. il reste 13 matchs à jouer. Il reste donc 39 points à prendre et l'OM a 12 points. Il faudrait que l'OM perde 12 points pour tomber du podium. Est-ce qu'on peut dire que la victoire d'hier, elle assure pratiquement le podium? Complètement, parce qu'elle met un coup à ton adversaire. En plus. Parce que je pense qu'au-delà de faire du bien à l'OM, de renverser la situation, tout ça, de perdre comme ça pour Lille, je pense que ça doit faire Même très, Galtier, très il a mal. dit, ils finiront deuxième. Ça va faire très mal parce que t'es à domicile, t'es proche du 2-0, t'as des situations plus que des occasions. Et de te faire renverser comme ça, en plus, moralement, par Valère Germain qui n'a pas existé depuis 6 mois, qui se réveille pendant 3 minutes, c'est contre toi. Donc ouais, le précieux Valère Germain. pour se relever de ça dans les semaines à venir, ils vont se relever certes, mais ça met un petit coup quand même au mental. Et puis Titi, Nico en parlait tout à l'heure, on avait un véritable marathon à la reprise en janvier et on en sort avec plus de points d'avance sur le troisième qu'on en avait au départ. C'était pas beau, c'était pas toujours très beau, mais c'est fort au niveau comptable, non? Ah bah il est très très fort là-dessus, Villas-Boas. Hein, il est calculateur. Hein, avant le match, il disait je veux mettre Lille à 12 points. Il les a mis à 12 points, quoi. Hein, donc non, c'est... Même moi, je suis surpris parce qu'ils m'ont fait mentir, puisqu'au début de la saison, à la sortie des matchs, j'avais dit qu'on finirait entre 8 et 12 et qu'on va finir deuxième. Donc, t'es loin là, t'es loin. On t'a connu meilleur pronostiqueur, Titi. Oui, non, mais après, c'était par rapport au niveau de jeu au début de saison, les matchs qu'on voyait. La mayonnaise n'avait pas prise encore avec la tactique de Villas-Boas, mais ce qu'il fait avec cet effectif-là, c'est juste exceptionnel, quoi. Alors, en fait, le truc de Villas-Boas, je pense que c'est un mec très intelligent footballistiquement parlant, quoi, parce que généralement parlant. Même. Oui, généralement parlant aussi, c'est quelqu'un de cultivé, tout ça, mais nous, c'est le football qui nous intéresse, et on voit que il y a des trucs, en fait, même dans sa com, parce que la com, ça fait partie aussi de l'intelligence footballistique, c'est-à-dire, on a parlé d'Amavi, on a parlé aussi, parce que je trouve qu'on est un peu trop dans la culture de l'instant tout le temps, c'est-à-dire que quand l'OM jouait bien, on disait bah, c'est comme l'OM de Bielsa. Après, quand l'OM jouait mal, bah, on a oublié qu'on a bien joué en première partie de saison. Bah, c'était pas l'OM de Bielsa quand même. Non, c'était peut-être pas l'OM de Bielsa, mais je veux dire que t'as quand même eu du beau jeu et ça compte, mais on a un peu oublié maintenant. Donc en fait, si on prend le tout, on peut se dire que le mec il mène sa barque de manière incroyablement intelligente. Non, c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait. Et effectivement, là où, sauf catastrophe industrielle, je pense pas parce qu'il y a Villas-Boas, là le coup il est parfait. Fin de marathon, tu termines. Pour moi, je l'ai toujours dit, le principal concurrent pour cette seconde place, pour moi, c'était Lille. Moi aussi, ouais. J'avais peur d'une question de dynamique. On en a parlé lundi, je crois. Non, quelle journée? Jeudi. Je suis perdu. On en a parlé jeudi. Et je disais, moi, comptablement, même s'ils reviennent à 6 points, t'as encore un peu de matelas, rien ne sera fait. Mais j'avais peur que psychologiquement, s'ils te battent, ils se sentent forts et ils commencent à y croire. Alors que là, c'est fini. Là, ils sont à 12 points, ils n'y croient plus. Et ils ont mis KO, là. Donc là, il a tué directement Lille, et sachant que Rennes se tue tout seul, sans problème, et que Lyon essaie de se faire croire qu'ils sont encore dans la course alors qu'ils n'y sont plus. Monaco, ils sont loin aussi. Moi, je vois pas comment un club peut rattraper l'OM. Et puis, vas-y. J'allais confirmer tes propos. D'ici la fin de saison, il reste 13 matchs. Il faudrait 4 victoires sur les 13 matchs pour je pense aussi. Est-ce que tu peux remettre le classement, Ryan ? Donc parce que tu dis 4 victoires par exemple, donc si tu as 4 victoires, donc ça te fait plus 12, ça te fait 64. Donc 64, c'est pas non plus énorme, mais je pense que pour Rennes et Lille, pour arriver à 64, il faudrait qu'ils fassent 24 et 23 points. Et ce serait fort sur 39. Ce serait pas mal. Une grosse dynamique de fin de saison quand même. Ce serait une belle dynamique de fin de saison. Donc, et 4 victoires sur les derniers matchs, c'est pas non plus dingue. On va en reparler un peu plus en détail, mais puisqu'on aime bien parler du jeu, de ce truc qui sert à rien. Raymond Domenech, il avait dit c'est quoi un fond de jeu? Expliquez-moi. Je sais pas. Quand on lui demandait c'était quoi un fond de jeu. Donc Nico, pour revenir sur ta théorie, là toi tu penses, là franchement là c'est le moment de se remettre à jouer parce qu'on a vu. Moi, ma théorie aussi, c'est que en fait, l'OM, quand l'OM a été dos au mur et qu'il fallait jouer parce que dans ta saison pouvait prendre un sale tournant après la défaite à Monaco, la défaite à Paris, tu t'es mis à jouer face à Lille, face à Lyon, après Brest, Bordeaux, etc. Et là, bah,
t'étais dans une autre dynamique, t'étais dans la dynamique de prendre des points. Minimaliste. Et à Lille, t'étais un peu à nouveau dos au mur, encore que si tu perdais, bon, moi je pense que tu aurais quand même terminé sur le podium, mais t'étais un peu dos au mur, et ben tu t'es remis à jouer, et quand tu te remets à jouer, on voit que... C'est mieux. Et que c'est beau, tu vois, et que ça fonctionne bien quand même. Donc est-ce que là, en fait, maintenant, l'OM n'a plus à se concentrer sur les points? Est-ce que c'est le moment de... Déjà, à domicile. Moi, je pense que déjà à domicile, il faut envoyer du jeu, quoi qu'il arrive. Un match par semaine aussi maintenant. Et oui, un match par semaine, il va avoir le temps de travailler, de retravailler peut-être offensivement aussi, sachant que a priori Payet il fera son retour dès samedi face à Nantes. Tu perds Radonjic 3 semaines, un mois, donc ça te fait quand même une solution en moins offensivement, ça peut être un peu problématique, en espérant que Thauvin rejoue un jour. Mais il va avoir du temps pour travailler, il va avoir des semaines entières. Je pense qu'à domicile, moi j'attends du champagne face à Nantes. Nantes, c'est une équipe solide. Je veux que ça joue face à Nantes. Je veux que le petit Haké... pourquoi le petit Haké, il pourrait avoir sa chance? Je ne pense pas qu'il mérite d'être titulaire tous les matchs, hein, on ne va pas s'enflammer. Mais il peut apporter un peu de fraîcheur. Tu n'as tellement pas de solution. Donc moi, j'ai de l'espoir avec le retour de Thauvin peut-être en avril. Je pense à 100%. Hein. Tu vas peut-être avoir une fin de saison, non seulement en terminant second, mais en proposant autre chose que ce que tu as vu là. Parce que là, c'était de la circonstance. Je pense qu'il a joué minimaliste pour pas tuer son groupe, qui est tellement court. Avec les blessés et les suspensions, en gros, il avait 11 titulaires avec 1 ou 2 remplaçants. Le reste, c'était des minots qui ont 0 expérience au haut niveau. D'où la comparaison avec l'OM de Bopp. Donc il était obligé de jouer un peu avec moins d'énergie, donc c'est-à-dire moins d'énergie, moins de pressing haut, moins de courses hautes. Donc moins de distance pour que tes joueurs ils soient encore en capacité de retourner des matchs comme ils l'ont fait à Lille. Et je pense que là, ça va, avec un match par semaine, ça va rejouer, remettre du pressing. Rongier va aller encore les chercher encore plus loin, mais avec tout le monde en même temps. Et on va se refaire plaisir au Vélodrome d'aller croquer les adversaires. On va regarder d'ailleurs le calendrier de l'OM, donc les 5 prochains matchs à venir. On va remercier Chris d'ailleurs et son pull Friends qui me fait pivoter dans la présentation, mais qui nous prépare ces visuels. Donc voilà, les 5 prochains matchs. OM Nantes, dont t'en parlais. Nîmes OM, attention, Nîmes revient bien. Ça va être compliqué, ils sont chauds à Nîmes en ce moment. Hein. OM Amiens, Montpellier OM et OM PSG. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Combien de points vous les voyez prendre sur ces 5 prochains matchs? On prend 7, c'est pas mal. 7, c'est-à-dire oui, voilà, de victoires à domicile. Ouais, non mais voilà, histoire de... C'est pas simple quand même. Il est pas simple quand même. Ouais, je dis ça depuis le début de... Non, mais... C'est vrai, Titi a raison, on dit ça depuis le début. Si tu regardes la en suite janvier, du calendrier, disait, c'est plus simple. Le calendrier avec tous les déplacements qu'on avait, on bien disait sûr. que c'était compliqué, et puis finalement on a pris plus de points que tout le monde. Après, tu vois, t'as les... Du coup, c'est ça l'expérience d'être un supporter de l'OM, c'est qu'on n'a plus envie d'y croire. Non, mais après... Avec tout ce qui s'est passé, on veut plus. T'as aussi les formes des équipes, et tu vois, je veux dire, à un moment donné où on voyait ce calendrier-là, Saint-Etienne, ils n'étaient pas à la ramasse comme ils sont depuis quand on les a joués. Là, tu vois que Nîmes, ça rejoue bien, que chez eux c'est toujours compliqué, et puis là ils sont comme dans une petite euphorie. Bon mercato aussi avec Ben Raoult et Nolan Roux. Amiens, tu te dis sur le papier à la base, Amiens à la maison, c'est pas de danger, mais Amiens, ils t'ont tapé chez eux. Et c'est ce genre de match où ils se transcendent. Pas les autres. C'est pas quand ils vont jouer contre Reims qu'ils vont faire le match de leur vie. C'est quand ils vont jouer contre toi au Vélodrome. Donc t'as toujours un petit peu de méfiance sur ces matchs. Après, on a un déplacement à Montpellier, on sait que se déplacer là-bas. Oui, ça c'est compliqué. Montpellier, Paris, c'est compliqué. Après les autres matchs, tu vois, tous les matchs, il y a un contexte, etc. Mais Amiens, tu peux te dire aussi qu'Amiens va essayer de jouer. Non, mais après, je dis pas ça, mais je dis pas qu'on va pas gagner. Doit gagner, donc ils doivent jouer. Donc à mon avis, c'est aussi des bons matchs pour retrouver du jeu. Nantes, Nantes, c'est peut-être le match qui m'embête le plus parce que Christian Gourcuff, l'apôtre du beau jeu à la française, c'est chiant comme jamais. Nantes, je sais pas si vous avez vu des matchs. Et en plus, c'est le seul mec qui est pas content qu'on joue pas des matchs le 5 mai. Donc d'ailleurs, voilà, il faut le dire. C'est bien qu'il n'y ait pas de match le 5 mai, un minimum de respect. Et ouais, voilà, bon, tous les matchs sont un peu compliqués, mais ça se joue quand même, Titi. Oui, non, voilà, sur la série de 5 matchs, là, je pense qu'on peut faire encore 10 ou 11 points. Hein. Remets-le le calendrier, rien si tu peux, s'il te plaît. Titi, il est ambitieux. 3 contre Nantes, 3 contre Nîmes, 3 contre Amiens, un nul à Montpellier, et puis un nul contre PSG. Moi, si je suis optimiste, j'en mettrais pas autant quand même. Mais bon, peut-être
9. Quand tu 9 vois le match qu'on sort hier à Lille. 7 et 9, Trop Moi, je dirais 9, ouais. En tout cas, même si on prend entre 7 et 9, moi j'aimerais bien qu'on arrête de se mettre le feu parce que, comme tu dis, les supporters marseillais, on a vécu tellement de désillusions que maintenant on se met le feu, on se dit c'est pas possible, on va rater la Ligue des Champions, on va être relégués. Mais non, on a plein de points d'avance, ça va, tranquille. Non, là, on pourra se mettre le Non, feu, c'est c'est bon, qu'est-ce qui va se passer cet été. Voilà, oui, là c'est différent. Ouais. Là-dessus. Le Et passage puis- à la DNCG, ça va être. On va tous l'attendre. Ça va être folklorique. Jacques Henry, il est pas en train de boire des cocktails à l'ananas au bord de la piscine. Il fait pas les matchs déplacement. À mon avis, il doit avoir un dossier comme ça, là, parce que c'est ça qui doit. Le financier, ça va être sympa. Et puis on terminera par le match face au PSG. Donc si on est sur une bonne dynamique, etc., on peut peut-être espérer un gros match, en tout cas un match à émotion. Après, ce qui peut être intéressant, Paris, il faudra voir par rapport à leur calendrier de Ligue des Je crois Champions. que c'est avant. J'avais regardé, je crois que Ouais. c'est avant un quart. Ouais, je crois Avant que un c'est- potentiel quart. Donc, Un ça, potentiel cas. un potentiel. On va pas s'avancer avec Paris, on sait jamais. Hein. On va passer au calendrier de Rennes, le premier poursuivant de l'OM à 11 points, on le rappelle, donc voilà, Rennes-Nîmes, Toulouse-Rennes, Rennes-Montpellier, Bordeaux-Rennes et Rennes-Lyon. Alors voilà, un déplacement à Toulouse, bon, on va dire que c'est assez simple, mais sinon, Sur le papier. Ouais, attends, ils vont. Toulouse, c'est... Pareil, hein. Ils, Non, ils arrivent à d'accord, avoir mais- 9 contre 11, ils arrivent à avoir un Non, pénalty dans je les veux dire, arrêts s'ils de jeu, doivent ils gagner un auront- match de l'année, ça va être face à Rennes. Ouais. mais si tu peux remettre le classement, Ryan, les matchs, désolé, on peut voir quand même. Bon, Nîmes, on l'a dit, ils sont sur une bonne dynamique. Montpellier, c'est pas top à l'extérieur, mais il faut quand même se les jouer. Bordeaux, Chez bon, eux, il c'est faut toujours quand un même- peu chiant. Ouais. Voilà, ils ont pas le temps de et se faire Rennes-Lyon, Non, c'est pas si facile. simple. C'est pas facile. Non, le nôtre est plus facile. Ouais, Voilà. le nôtre est plus simple, ouais. Ah, c'est un bon d'accord. angle. Il disait ça, le nôtre est plus simple. Parce qu'on a tendance à oublier aussi que l'OM peut perdre des points, mais que les autres, ils en perdent aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que la Oui, c'est deuxième pour ça que place. je te disais, jusqu'à la fin de la saison, il faudrait qu'on en gagne 4 matchs, donc 12 points, parce que tu sais très bien que les autres vont pas faire 7 sur 13. Quoi. Oui, parce que là, on n'a pas parlé, parce que tu l'as sorti du décrassage. Mais les résultats de ce week-end, c'est que Lyon a encore perdu 2 points face à Strasbourg, il aurait pu en perdre 3. Mais c'est pas un concurrent. Non, c'est pas un concurrent, mais tu sais, tu te méfies toujours. Et qu'au final, Rennes a perdu à Reims. Merci Ryan. Voilà. Les résultats de ce week-end, regarde. Est-ce que c'est plus intéressant que des tunnels sur Valère Germain aussi? Ouais, c'est sympa parce que tu te remémores du week-end, tu te dis quand même, Montpellier a perdu à Monaco. Lyon a perdu 2 points, Rennes a perdu 3 points et Lille a perdu 3 points. C'est week-end carnage pour l'OM. Du coup, je te fais ta transition, Mourad. Entre Amiens et Paris, on a eu 4-4, mais c'est pas le match le plus prolifique du week-end. Ouais, mais on va en parler après, parce qu'il y a eu un match. On n'a pas encore terminé de, D'accord, c'est bon, parce C'est que le gros débat, ça. de la C'était course juste à la pour Ligue faire des juste Champions. pour faire ma pub. On va voir après donc le calendrier de l'adversaire, du dernier adversaire de l'OM, le calendrier de Lille. Alors Lille, je me souviens plus d'ailleurs qui y joue, donc Lille-Toulouse, bon, 3 points. Ça c'est guinguette. Nantes-Lille, alors il Ça, faut c'est aller compliqué. jouer à Nantes, même si Nantes est pas Lille-Lyon. très bon à domicile. Lille-Lyon. Ah, il y a 2 fois les Lions, il y a un souci. Voilà. Christopher, tu vas te faire tirer les oreilles. Bon, et Brest-Lille, au moins sur ces 4 matchs-là, bon, Lille-Lyon, c'est 2 fois, c'est pas grave, mais il y a quand même encore une fois, voilà, Lille va devoir jouer Lyon, va devoir jouer Nantes, donc encore là aussi, il y a des points qui vont se perdre en route. Qui vont rater. Oui. Parce qu'on a toujours l'impression que voilà, les autres ils vont faire un carton plein. Et enfin, on va terminer par la très grosse cote Monaco, parce que maintenant, vu que Monaco regagne un petit peu, il y a aussi une Parce que Slimani rejoue, c'est pour ça. voilà, Islam, grand joueur. Ouais, Et voilà. Et puis Jovetic aussi. Jovetic, j'aime beaucoup ce joueur. Après, Parce qu'il va se blesser d'ici 2 matchs. c'est le ils problème. ont du talent, mais on va regarder donc le calendrier de Monaco qui joue à Dijon, ensuite qui reçoit Reims, va à Nice pour le derby, donc Nice-Monaco, normalement c'est compliqué, Et Monaco-Saint-Etienne et Lille-Monaco, Oh donc ça là. devait être ça le dernier match, donc Ah, là c'était aussi. ça, c'était Monaco en fait, sur le calendrier de Lille. Lyon, ouais. Donc voilà, donc là aussi, encore une fois, ils vont perdre des points. Franchement, tout le monde va perdre des points, l'OM y compris, et on sera dans une sorte de statu quo. Non, mais de toute manière, c'est sauf tremblement de terre. Ah, ça y est. On est bien, Sauf, non on est bien, corona- hein. sauf coronavirus, Le sans problème, Valde, c'est que à on l'OM, va bien, j'ai quoi. toujours peur de dire sauf tremblement de terre. Ça peut arriver que chez nous, ça. Bah non, tu vois, il reste Non. à virer les temps. Et... Oui. McCourt voulait pas virer Hérault La Ah non. saison n'est pas finie. Je le rappelle, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose qui vient briser le rêve. Bon, Mais ça, on sait ce que c'est. On sait déjà, par contre. 4-5 victoires, voilà. Enfin, moi je pense que j'avais dit 30 points, donc là j'ai dit 14 qu'on en a pris, voilà. Donc tu fais 16 points, t'es tranquille. Moi, je pense que c'est quand même Pépère assez Albert. assuré. C'est pour ça que je ne veux pas encore penser à la suite, parce que ça peut être très effrayant. Donc,
pour moi, l'objectif de cette fin de saison, c'est réenvoyer du jeu et avoir de belles émotions au Stade Vélodrome. Voilà, se faire plaisir parce que dans tous les cas, tu seras en Ligue des Champions. On va parler d'un joueur qui a été très important, un joueur qui Dixit le coach. bien. Voilà, Dixit le coach et puis qui a impressionné un peu tout le monde. C'est le petit débat, c'est Marley Aké. C'était le gros débat, mais c'est pas grave parce que les tunnels, c'est important aussi quand Ben n'est pas là. Donc Marley Aké qui est entré à la 64e minute et qui a fait une différence énorme puisqu'il est entré à gauche, c'est important de le souligner parce qu'il est rentré dans l'axe. Il provoque le corner qui amène l'égalisation et ensuite il fait un super rush avec un super changement de côté aussi qui techniquement il faut le faire. Donc voilà, un joueur qu'il faut mettre en avant, un joueur du centre de formation. Même si il est pas de Marseille, il me semble. Marley Aké. Il était à Béziers avant de venir. Il était à Béziers, ouais. Voilà. Il était à Béziers, il a été refusé par Montpellier et il a atterri chez nous. Donc voilà, donc Idriss, on rappelle, tu travailles pour Chronos, donc tu couvres tous les matchs de la réserve de l'OM depuis un certain moment. Depuis 1 an et demi en télé, en production visuelle, mais sinon je suis dans les tribunes depuis 4, 5, 6 ans maintenant. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à Chronos sur Facebook, sur Twitter, et vous pouvez aussi suivre certains matchs de la réserve de l'OM sur notre chaîne YouTube aussi, notamment la très grosse victoire 5-4 face à Jura Sud ce week-end. Voilà, donc si vous voulez parler des jeunes en les connaissant vraiment, et ben Chronos vous donne cette chance-là. Vous n'avez même pas besoin de sortir de votre canapé. Vous êtes tranquillement et vous avez les commentaires souvent d'Idriss. Et ce week-end, il y avait donc Nicolas Bontron que l'on salue. Qui est passé par chez nous. Qui est passé par chez nous. Ouais. Et l'ami Azir El Krakito qui était aux commentaires. Donc voilà, on peut aussi saluer Sylvain Poncé et d'autres personnes. Alors toute l'équipe, Sylvain Poncé, donc le grand chef, Farid Bendadou, Paul Goldberg, Nordine Ali Saïd, Yann Ziani, Eric Stella, on a un paquet. Voilà. On est un paquet. Donc, mais on va parler de Marley Aké. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de sa saison l'an dernier et de sa progression ces dernières années depuis qu'il est au centre de formation de l'OM? Alors, l'an dernier, il a commencé la saison avec les 19, parce qu'il était dans cette génération-là avec Filippono Nkunku et d'autres. Et au tout début de saison, il est mis en avant avec la réserve, à la surprise de beaucoup. Parce que quand moi j'ai commencé à essayer de me renseigner un peu plus sur lui, parce qu'il venait d'arriver, on me disait il est impressionnant parce qu'il sait faire beaucoup de choses avec pas grand chose. Il joue à quel poste? Attaquant? Non, il est gauche. Il a toujours joué ailier gauche. Et en gros, il fait tout le temps la même chose. Il perce, il a une bonne frappe, et c'est tout. Il n'a pas plus de qualité que ça, sauf qu'il fait très bien avec ce qu'il a. Et donc on commence à le regarder, on le diffuse. Du coup, comme on diffusait la réserve l'année dernière, on l'a commenté à maintes reprises. Et c'est vrai que c'est ce qu'il a montré hier, quoi. Il a besoin d'être sur le côté gauche pour avoir le jeu ouvert à lui, pour qu'il soit au top de sa forme, même s'il a beaucoup joué à droite l'année dernière, parce que Rocky a joué ailier gauche, bref, la réserve de l'OM l'an dernier. Et Aké, du coup, grosse qualité de buteur. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il était le meilleur buteur du championnat, avec 7 buts, parce qu'il a mis un triplé ou un quadruplé en début de saison. Triplé, je crois, ouais. Triplé en début de saison, il était avec 7 buts. Et l'an dernier, pareil, c'était un des gros buteurs. Et il avait mal commencé avec la réserve. Et puis, il y a ce match en championnat. C'était en championnat, c'était pas en coupe. En championnat contre Saint-Etienne à domicile, où il met un doublé et ça lance complètement sa saison jusqu'à la fin de saison. La fin de saison dernière, où avec la bande, ils arrivent à se sauver. Parce que l'OM l'an dernier finit premier non relégable et c'est Nice qui descend en N3. Et du coup, il est tout de suite mis en lumière par ses performances. Et quand vient la préparation d'avant-saison, bien évidemment qu'il est dans le groupe. Et il signe pro. Et surtout, il signe pro, ouais. Voilà, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on m'avait expliqué, moi, un petit peu. On m'avait dit, l'an dernier, sa première partie de saison, c'est vraiment pas top. Mais le coach qui était à l'époque à la tête de la réserve de l'OM, donc David Lefrappeur, etc., avait très grande confiance en lui et donc l'a maintenu. Et c'est aussi ça par moment, des jeunes arrivent à s'en sortir parce qu'on leur fait confiance, quoi. Et certaines mauvaises langues diront qu'il a été un peu poussé au détriment d'autres qui avaient un peu plus le niveau, selon eux. Mais c'est vrai qu'on a donné beaucoup de confiance à Marley Aké. Il a eu le temps de s'épanouir. Il a eu le temps de trouver son jeu. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça a été déterminant dans sa saison dernière. Ouais.
Alors, on va pas faire des plans sur la comète, Nico, parce qu'on en a vu des jeunes qui font des bonnes entrées, qui percent pas derrière, beaucoup. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu marqué, enfin, ce qui m'a marqué cette année quand j'ai vu entrer, c'est que il paniquait pas en fait. Tu vois, Isaac Liadji, par exemple, lorsqu'il rentre à Amiens, on voit qu'il veut trop en faire, etc. Lui, Marley Ake, il me semble, il surjoue pas. Voilà. Est-ce que donc c'est prometteur, ça donne envie. Puis ça me porte un peu de fraîcheur à cette attaque où il n'y a pas grand monde quand même. Là, avec Radonjic en moins, il n'y a vraiment plus personne. Donc du coup, c'est un petit peu la carte fraîcheur de Villas-Boas. Et le problème, c'est que vu que Payet va revenir, il va pas avoir la place trop à gauche. Ouais. Si c'est son meilleur poste en plus. Après, Payet, il est à gauche, pas vraiment, quoi. Donc, s'il joue à droite et qu'il permute... ça offre une solution de repli, quoi. C'est une solution intéressante. Sans Radonjic, pourquoi pas. Après, moi, les jeunes, faut pas s'enflammer. Comme tu dis, il a commencé la saison dernière à jouer un peu en National 2. Le gap National 2 Ligue 1, il est quand même monstrueux. Et là, c'est bien. Je trouve qu'il est bien géré par Villas-Boas parce qu'il fait jouer un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est comme ça qu'on progresse. Il peut le lancer une fois titulaire sur un match pour le tester. Mais tu peux pas dire Ake, il faut que ce titulaire jusqu'à la fin de la saison. C'est des conneries, ça. Tu peux le cramer sinon. Et puis, j'ai failli te couper pour dire ça, du coup, c'était pas intéressant. Mais bref, c'est pas le plus gros. C'est pas le plus talentueux de sa génération. C'est pas celui. Et c'est pas forcément celui-là qui perce. Du coup, c'est ça qui est fort pour lui, c'est qu'il a un gros mental. Comme tu dis, il panique pas quand il rentre sur le terrain. Parce que déjà, il en a craché pour en arriver là, parce que de se faire de partir de Béziers, ça a dû faire un peu mal, et d'arriver à l'OM et de toujours travailler, parce qu'on voit la progression par contre. Au-delà du fait qu'ils se sentent mieux la saison dernière, qu'ils se sentent mieux au fur et à mesure des matchs et des semaines. On voit qu'il y a une vraie progression. Il joue un peu plus tête levée, il prend un peu moins son couloir bêtement pour aller s'entêter à centrer. Il y a une vraie progression chez le petit et du coup, ça force un peu plus le respect et on ne peut qu'être content pour lui. Après, voilà, faut pas du tout s'attendre. Il a déjà 20 ans. Faut pas s'attendre à ce qu'il explose non plus et qu'il soit un titulaire régulier. Ouais, ça peut être un joueur de complément. Un très très bon joueur de complément et c'est très très bien. C'est bien d'avoir un joueur de complément issu de centre de formation. Et puis même pour lui, quoi, d'être un joueur de complément dans une équipe qui joue les hauts de tableau Ligue 1, c'est très bien. Il y a pardon, je te coupe plus. Son compère de l'aile gauche de l'an dernier, c'était Youssouf Sarri. Mais aujourd'hui, il est en Turquie, il joue pas beaucoup. Les 3/4 des supporters olympiens ont déjà oublié son existence. Il avait signé pro, lui aussi. Et lui aussi avait signé pro après la vague finale de Gambardella. Et pour le coup, Marley, qu'il puisse jouer, qu'il puisse enchaîner les minutes, même si c'est 5-10 minutes par match, sur cette saison-là, pas de problème, prends-les. Oui, parce que je voulais faire de l'autopromo pour le dossier FCM, et il y a notamment donc une longue interview de David Lefrappeur qui dit à un moment le plus gros des talents pour un jeune, c'est le travail. Et en fait, quand tu parlais, ça m'a fait penser à cette phrase, et ça m'a fait penser à un autre joueur aussi qu'on a vu cette saison qui n'est pas le plus talentueux, parce que quand tu parlais de Marley Ake, on aurait limite pu le remplacer par Lucas Perrin. Dire que Lucas Perrin non plus, c'est pas le plus talentueux. Tu l'as beaucoup vu jouer en réserve. Mais c'était le plus talentueux de cette génération-là, Lucas Perrin. En défense. En défense centrale, oui. C'est pas le plus talentueux de ceux qu'on a vu passer, notamment ces dernières années. Je pense qu'au même âge, Aloé Sparagna était meilleur que lui, et Andonian aussi. Camara. Bon, Camara, j'en parle même pas. Mais pour le coup, déjà, il est arrivé au bon endroit au bon moment. Il est arrivé à maturité cette saison, là où il y a de la place pour lui, quoi, définitivement. Mais pour le coup, voilà, Lucas Perrin, lui, c'est beaucoup de travail. Parce que vraiment, après, lui, pour le coup, je pense que son plafond il est un peu plus bas que celui de Marley, qui a un profil un peu plus passe-partout dans plein de championnats et dans plein d'équipes, que Lucas Perrin, je ne sais pas trop. Après, Lucas Perrin, tu vois, on parlait d'Alvaro par exemple, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, il y a cette anecdote très connue où Messi lui dit, je crois que Alvaro lui dit, t'es tout petit en fait, et lui dit, mais toi t'es tout nul au foot, et ouais, je crois qu'on a tous les deux raison en fait. Et bon, voilà, Alvaro, c'est l'état d'esprit, c'est quelque chose d'autre, et peut-être aussi que quand t'es défenseur central, tu peux peut-être aussi faire carrière comme ça avec des qualités, avec un état d'esprit, avec une concentration maximale, avec beaucoup de qualités dans les duels. Donc peut-être que Lucas Perrin peut être aussi notre... quatrième défenseur central. C'est ça, de toute manière. Ouais, et puis ça ferait plaisir, Titi, aux supporters aussi, d'avoir des mecs comme ça sur le banc, plutôt que des mecs qu'on recrute cher et qui n'ont pas non plus l'OM laisse Greg Sertic tranquille. Voilà. T'en penses quoi, toi ? Moi, j'aime bien ce petit jeune, puisque
Villas-Boas, il est en train de le peaufiner, de le façonner avec ses rentrées. En plus, je le trouve sur son aile gauche, là, son vrai poste, là, il est assez percutant, il élimine facilement et il provoque quand même pas mal de fautes quand il rentre. Et même si hier, son action, là, quand il récupère le ballon à gauche, qui revient dans l'axe et qui fait la passe à Germain, c'est fort quand même, quoi, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait, quoi. Donc super beau techniquement. Techniquement, et puis c'est un jeune qui a vraiment la tête sur les épaules, quoi. Il est gentil. Je pense que de quitter, comme disait, de quitter Béziers, ça n'a pas dû être évident pour lui. Et puis en plus d'arriver au centre de formation de l'OM, où c'est pas facile, et puis de s'affirmer. Il y a de la concurrence, et c'est fort, je trouve, ce qu'il fait. On va parler, parce que là, donc on est très positif sur ces deux jeunes, et il faut toujours faire attention avec les jeunes, comme Nico l'a dit tout à l'heure. Il y en a un sur lequel on s'est un peu enflammé en début de saison, parce qu'il fait un très bon match contre Naples au Vélodrome. C'est Florian Chabrol, qui lui, malheureusement, est complètement sorti de l'équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de Chabrol, que tu as beaucoup vu jouer aussi avec la réserve? Franchement, je suis peut-être très dur avec lui. Azir me dit que je suis un peu dur avec lui. Mais je le trouve quelconque. Je trouve pas qu'il peut apporter quelque chose à une équipe de Ligue 1 même. Je pense au-delà de l'OM. Je pense même pas qu'il puisse apporter quelque chose à un joueur de Ligue 1 et un club de Ligue 1. C'est un 98, donc il va faire 22. Ouais, 21. Enfin, il va faire 22 cette saison. Et si je dis pas de bêtises, bref. Oui, il progresse pas plus que ça. Je pense qu'il est arrivé à son pic la saison dernière déjà. Et il a pris une claque mentalement. Et aussi, je pense que mentalement, il a pris une sacrée claque parce que il s'y voyait là, jouer. Ouais, parce qu'il a commencé à faire des bancs, il a commencé à faire une ou deux rentrées. Je crois qu'il est en train tout le début de saison, il était dans la rotation presque. Et il avait demandé à venir jouer avec la réserve. Je sais plus quel match. C'est Rongier qui le fait maintenant. En novembre. Ouais, un petit peu. Je crois que c'est ça en plus. Parce qu'en novembre, il revient jouer un match avec la réserve et il est pas du tout dedans. Il rate tout. On sentait que c'était mental le problème là pour le coup. Et là, je pense que vraiment le train est passé pour Flo. Attends, juste un truc par rapport à Marley Ake. Est-ce que quand tu vois le temps de jeu dont il dispose, parce qu'il joue des petits quarts d'heure de 20 minutes, c'est pas un énorme regret pour Liadji, quoi? Ah oui, mais... Attends, mais on va en parler de Liadji. On va faire un teasing, parce que donc on va s'arrêter là pour cette émission. Mais si vous voulez continuer à profiter des lumières d'Idriss sur les jeunes de la formation, ce sera le débat en plus. Ce sera mercredi. Tu reviens mercredi, hein, bien sûr, parce que tu sais bien que on n'enregistre pas ça après. Enfin, c'est bon. C'est quoi ces manières de faire? Donc voilà, on vous remercie. On va être un peu positif parce que l'OM est second de Ligue 1. Ah non, mais attends, on est super content. Le match, même si 70 minutes, on s'est fait chier, hein, enfin pas tant que ça, mais parce qu'on proposait l'OM, les retournements comme ça au niveau émotionnel, il n'y a rien de mieux. Voilà, et qu'il nous donne du jeu sur la fin de saison, et Villas-Boas, on fera une statue. On était négatif parce qu'on parlait du fond de jeu. Mais en soi, c'est une belle victoire. On avait tous la banane hier soir. Voilà, on a tous sauté sur le deuxième but, on a tous crié, donc voilà. Mais sinon, après, on est obligé de parler du jeu. Et quand on parle du jeu, on ne peut pas sourire non plus. Mais sinon, oui, c'est une très 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 belle victoire. Et ça fait du bien de voir cet OM comme ça, et à l'image de Villas-Boas qui a un sourire incroyable, très communicatif, il nous le donne aussi, quoi. Donc c'est ça qui est quand même important, quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là sur ces bonnes notes, et on va vous donner rendez-vous mercredi pour le débat en plus. On va tous vous remercier et on se dit à mercredi.